Ça occupe d'ailleurs la plus grande part du budget québécois, la santé. Il n'y a pas une journée où on n'en parle pas, où on ne dépend pas non plus de soit notre système de santé ou nous-mêmes ne faisons pas des actions pour garder la santé dans plusieurs sphères de notre vie. Et Mme Josée Lapelle, d'ailleurs, qui est directrice générale du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes ici sur le territoire lavallois, est avec nous pour nous parler, entre autres, de certains droits que vous aviez et, décortiquer un peu aussi ce qui se passe dans l'actualité médicale actuellement. Mme Josée Lapelle, merci d'être avec nous encore une fois. Ça fait plaisir. Content de vous retrouver. Puis, vous vouliez nous exposer les frais qui sont parfois attribués parce qu'on a cette pensée au Québec avec la carte Soleil, comme on l'appelle communément depuis tellement de décennies, qu'on a accès universel et qu'il n'y a pas de frais nécessairement qui est encouru là, dans tout champ de la santé, mais il y a quand même certains endroits où on peut défrayer des coûts en tant que citoyen, notamment quand il est question des frais de chambre à l'hôpital. Effectivement, quand on est hospitalisé, oui, il y a des frais qui peuvent être liés à la chambre que l'on occupe. Donc, au Québec, là, on peut être placé dans 3 différents types de chambres. Donc, le premier, c'est les salles qu'on appelle. Donc, c'est les chambres qui sont faites pour 4 patients. Ensuite, il y a les chambres semi-privées qui sont faites pour 2 patients et les chambres privées qui sont pour 1 patient naturellement. Donc, c'est important de savoir qu'il y a seulement les salles qui sont gratuites au Québec. Donc, à partir du moment où on fait le choix d'une chambre semi-privée ou d'une chambre privée, il y a des frais qui se rattachent à ça. Donc, ça peut causer des mauvaises surprises, surtout si on a une hospitalisation qui se prolonge. Oui. Et d'ailleurs, parlez-nous des frais. Est-ce que vous avez une ordre des prix? Puis qu'est-ce qui est, j'imagine, c'est quoi? C'est la nourriture? C'est de l'ordre, est-ce que ça peut aller jusqu'à, mettons, si on a le câble, là, la télévision, est-ce que ça peut aller sur... Ça, c'est d'autres choses. Ah, OK, c'est d'autres choses, OK. C'est d'autres choses, OK, mais justement... Le câble, c'est d'autres choses. Mais il faut aussi que les gens soient conscients que malgré qu'il y a des frais associés aux chambres semi-privées et privées, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, l'État en assume une grande partie, mais quand même, là, il reste une partie là, qui doit être défrayée par les patients ou leurs assurances privées. Naturellement, si vous avez une assurance médicale privée, informez-vous, ils vont couvrir parfois en totalité ou en partie là, les frais reliés à ces chambres-là. Donc oui, donc on l'a dit, la salle pour 4 personnes, c'est gratuit, mais dernièrement, là, approximativement, une chambre semi-privée, c'était autour de 94 $ par jour, puis une chambre privée, c'était autour de 215 $ par jour, 213 pour être exact, là, l'information que j'ai. Donc on comprend que si on est hospitalisé pendant 7-10 jours, ça peut monter rapidement. Oui, totalement. Et donc, et là, ça inclut donc, j'aurais compris, nourriture, services oui, le service médicaux et tout ça. Oui. Effectivement. Ouais. Puis, ce qui est important de savoir pour les gens, c'est que c'est vraiment, en premier lieu, là, la facturation va être basée sur le choix de chambre. Je peux exposer un petit exemple, là, parce que parfois, ça peut provoquer certaines frustrations chez les gens quand on comprend pas bien comment ça fonctionne. Donc, une personne arrive à l'urgence et demande si je suis hospitalisée, je veux être dans une salle. Donc, son choix, à la base, est gratuit. Il n'y a plus de salle disponible, on la met dans une chambre semi-privée. La chambre semi-privée va rester pour ce patient-là gratuite, puisque son choix initial, c'était la salle. Parce qu'il ne l'a pas demandé, il ne l'a pas demandé. Il est hospitalisé quelques jours, son état se dégrade, il a besoin d'être mis dans une chambre privée en isolement. La chambre privée va toujours rester pour ce patient-là gratuite parce que son choix initial était la salle. Un autre patient arrive et lui demande une chambre privée. Ils n'en ont pas de chambre privée. Alors, on le place, tout comme le patient précédent, dans une chambre semi-privée. Mais pour ce patient-là, il va défrayer les coûts reliés à la chambre semi-privée, là, soit 93,45 exactement par jour, là, la dernière information que j'avais. Une chambre privée se libère, il est transféré à la chambre privée, il va payer le montant de la chambre privée parce que c'était son choix initial. Et même si quelques jours plus tard, ça devient nécessaire qu'il soit dans une chambre privée parce qu'il doit être mis en isolement, il va continuer à payer sa chambre parce qu'il l'avait demandé. Parce qu'il l'avait demandé. Donc, c'est là que parfois les gens disent « Ah oui, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je sois en isolement. Donc, pourquoi moi je la paierais alors que l'autre personne, c'est gratuit? » C'est parce que c'est le choix là, qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Et parfois, évidemment, c'est aussi... c'est parce que parfois, on a des parents aussi qui sont peut-être en perte d'état cognitif. Là, des fois, c'est les enfants qui vont peut-être demander cette situation-là aussi. Est-ce qu'il y a parfois des choses à savoir aussi? Si c'est pour une personne autre, est-ce qu'on doit avoir l'autorisation? Est-ce que c'est...
Bien, c'est sûr que l'hôpital va toujours passer par le patient tant et aussi longtemps qu'il est apte. On peut être inapte juste pendant un court moment. Donc, ça, c'est vraiment le personnel médical qui va juger à qui il doit, au moment précis, poser la question. Mais c'est bon de savoir qu'on peut changer à tout moment là, de notre décision. Donc, si on se rend compte que notre hospitalisation se prolonge puis que la chambre privée, on n'est pas capable de l'assumer sur une longue période, on peut dire, bien, transférez-moi, je veux être mis dans une salle. Puis à partir de ce moment-là, bien, c'est sûr que la facturation va s'ajuster. Oui. En tout cas, ça relance le débat sur le ticket modérateur ou l'utilisateur payeur. Là, je sais que c'est un autre dossier, oui, c'est un autre dossier qui n'est pas de votre champ, mais c'est sûr que ça vient, peut-être pour certains qui actuellement nous regardent, ça vient soulever aussi la question, c'est sûr. Et c'est clair qu'avec aussi récemment, on voyait dans l'actualité, puis presque à chaque semaine, si ce n'est à chaque jour, il y a avec Christian Dubé, sa fameuse loi 15, bon, il y a des pour et des contre. Pour vous, est-ce qu'il y a des préoccupations sur peut-être les droits qui pourraient ne pas être respectés par la mise en place de ce projet de loi 15? Parce qu'on voyait tout récemment, puis là, je fais juste un aparté, mais les anciens premiers ministres du Québec, première ministre aussi avec Mme Marois, qui sont ici pour, d'ailleurs, M. Couillard, qui est en plus ancien ministre de la Santé, on voyait sur le plan de la philanthropie pointer du doigt le tout. Est-ce que sur le plan pour vous, de ceux qui viennent frapper à votre porte, vous y voyez aussi à votre façon des préoccupations quand même avec la mise en place de ces nouveaux projets de loi? Oui, c'est sûr qu'il y a des préoccupations. Je ne rentrerai pas dans les détails de ces préoccupations-là, mais oui, effectivement, il y en a en lien avec les comités d'usagers, entre autres. Mais ce qui est important que les gens comprennent, quand il y a des projets de loi comme ça qui sont mis en place, ce qui est important qu'ils comprennent, c'est que leurs droits en matière de santé aux usagers, eux, ils sont pas touchés, là. Ils sont toujours là, ils vont continuer d'exister. Donc, si jamais il y a des changements au niveau de la gouvernance, au niveau de la structure, au niveau qui viennent brimer ces droits-là, c'est là que c'est important pour les gens de justement se prévaloir de leurs droits puis de le faire savoir. Parce que sinon, les décideurs, eux, sont pas mis au courant nécessairement de ce qui se passe sur le plancher. Puis c'est comme ça que des fois, on peut prendre vraiment là, un chemin qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, oui, il y a des préoccupations, comme à chaque fois qu'il y a des nouveaux projets de loi, comme à chaque fois qu'il y a des changements. Il y a ce qui est écrit, il y a comment c'est appliqué, il y a, comment on le comprend, comment on l'articule, tout ça. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous vend que ça va changer, ça va révolutionner. Le système de la santé va bien fonctionner et, les gouvernements suivent et tout marche tout croche encore. Puis ça, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Mais vous êtes aux premières loges et je pense que vous êtes en mesure de le constater pas mal plus que moi avec ce que vous recevez comme gens qui frappent à votre porte aussi, là, des gens qui se sentent lésés. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sentent lésés. C'est sûr que c'est toujours basé sur d'excellentes intentions. C'est ce qu'on souhaite que ça fonctionne bien. C'est ce qu'on souhaite que les services soient adéquats. Puis je pense que c'est à chacun de jouer son rôle là-dedans. Puis les citoyens, parfois, se sentent un peu délaissés, désabusés, puis pas écoutés. Mais il faut qu'ils soient conscients que il y en a des portes, il y en a des micros, il y en a des endroits où ils peuvent se faire entendre. Puis c'est sûr qu'il y a des organismes comme le nôtre qui sont là pour justement les soutenir, les guider là-dedans pour pas qu'ils soient oubliés. Puis que leur réalité soit prise en compte dans d'éventuels changements. Et c'est de se rappeler que vous êtes là justement pour... on vient de parler des frais des chambres, on vient de donner les droits, de vraiment expliquer. C'était tellement bien vulgarisé, puis c'est pour ça qu'il faut aller frapper à votre porte. Puis d'ailleurs, s'il y a des gens qui, au moment d'attraper notre conversation, veulent peut-être, parce qu'ils se sentent lésés, justement, je reprends ce terme-là, mais on peut le faire, donner vos plaintes à votre organisme. Rappelons peut-être comment le faire en terminant. Tout à fait. La façon la plus simple, c'est de nous téléphoner. Il y a des humains au bout du fil à notre organisme. Donc appelez-nous. Vous pouvez communiquer aussi avec nous par courriel de plus en plus. Là, c'est une façon très, très efficace et rapide de rentrer en communication avec nous. Puis, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Des fois, on n'est pas sûr, on est juste, là, je sais pas trop, je veux pas les déranger, mais on est là pour ça. Si vous avez une question, puis ça sera peut-être pas une plainte, puis c'est correct. Si vous avez une question, vous êtes pas sûr, vous dites, il s'est passé telle chose, puis j'ai trouvé ça bizarre, n'hésitez pas, on va vous donner l'information, puis après, ce sera à la personne de décider, je fais quoi avec ça maintenant? Est-ce que je reste là ou si je vais plus loin? Puis il y a plusieurs cas qui sont passés par chez vous, qui ont eu gain de cause, puis il y a eu des améliorations, on en a déjà parlé ensemble. Il y a aussi des vidéos qu'on a mis sur notre antenne, puis sur vos plateformes aussi, qui est là de manière probante pour prouver à quel point vous êtes nécessaire au quotidien pour nous aider, nous assister.
Donc, je rappelle que vous êtes directrice générale, bien sûr, du CAP Laval, le Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes. Josée Lapierre, merci beaucoup d'être Ça me fait passée. plaisir. Vraiment.